RFI et France 24 présentent Mardi politique. Retour dans Mardi politique avec notre invité Thierry Solaire, député Les Républicains et porte-parole de François Fillon. Alors, je le disais, c'est vous qui avez organisé ces primaires de la droite qui, il faut le dire et le reconnaître, ont été un succès. Donc il y a eu cette séquence primaire qui a été longue pour vous, qui a visiblement intéressé les Français. Mais maintenant, c'est au tour de la gauche, des primaires de la gauche et des peuples de gauche d'aller voter. Comment, donc pour vous, occuper médiatiquement le terrain alors que tout le monde est censé s'intéresser à savoir qui, à gauche, va sortir du chapeau? Bon, quelle va être, par exemple, votre stratégie là? D'abord, nous, on a très largement, vous l'avez rappelé, pris l'espace médiatique pendant plusieurs mois avec cette primaire. Et c'est bien naturel que la gauche qui fait sa propre primaire à la fin du mois de janvier soit, ne serait-ce que pour les règles du CSA, très présente sur les grandes émissions politiques sur le mois de décembre et sur le mois de janvier. Deux, qu'est-ce qu'on va faire nous? On va leur montrer leurs contradictions. Je vous le disais tout à l'heure, on est dans une situation où, pour la première fois dans les institutions de la Ve République, le président sortant, lucide pour une fois sur son bilan, a renoncé à le défendre lui-même. Et on a une gauche qui a éclaté entre M. Mélenchon... Il le défend, son bilan, François Hollande. Devant les Français, devant les élections. Il a renoncé à se présenter. Oui, d'accord. Et la boussole de François Hollande, c'était quand même ce qui le guidait pendant son quinquennat, sa réélection. On le sentait tous, qu'il ne pensait qu'à ça. Il renonce à défendre lui-même son propre bilan devant les Français à l'occasion de l'élection présidentielle. Et on a, dans la primaire, ou en dehors de la primaire, son ancien Premier ministre et plein de ses anciens ministres. Parce qu'ils ont tous, M. Macron, M. Hamon, M. Montebourg, et je ne sais plus qui encore, étaient en fond les ministres de ce gouvernement. Donc ils sont tous comptables devant les Français de ce qui s'est passé. Alors, ils font cette primaire. Ils savent la faire d'ailleurs. Ils avaient organisé des primaires. Mais pardon, mais François Fillon, il était comptable aussi du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Vous savez la différence entre le quinquennat de Nicolas Sarkozy et le quinquennat de François Hollande sur un plan politique? C'est que Nicolas Sarkozy, il s'est représenté, il a pu se représenter, il a été présent au second tour et il termine à 47,5%. Alors que le président François Hollande, il se retrouve... une défaite. Il a perdu, oui. Je note bien. Mais enfin, vous voyez quand même la différence. On est quand même dans une situation politique qui n'est pas tout à fait la même. Et puis deuxièmement, il n'a pas été contesté, Nicolas Sarkozy, dans sa capacité de se représenter, ni par son Premier ministre François Fillon, ni par tous les membres de son gouvernement. Il a perdu l'élection présidentielle parce que bien sûr, le bilan n'a pas été que positif. Il y a eu des choses positives et des choses plus difficiles. Aujourd'hui, la gauche, elle est éclatée entre M. Mélenchon en dehors de la primaire, entre les Verts qui ont fait leur propre sélection de M. Jadot, entre M. Macron qui, tous anciens ministres qu'il est, considère qu'il n'a pas à être dans la primaire, et entre les 7 candidats qui ont tous été les ministres du gouvernement de M. Hollande. Pas Jean-Luc Benamias, je crois. Sauf M. Benamias. Voilà. Enfin, c'est un point de détail. Mais est-ce que vous êtes impatient de connaître votre adversaire de la gauche, qui sera issu de cette primaire, de la belle alliance populaire, puisque c'est comme ça que ça s'appelle? Manifestement, on en aura plusieurs, on en aura 4. Non, mais issu de la primaire, il y aura un candidat de la primaire, il y aura M. Macron, M. Mélenchon et M. Jadot. Oui. Écoutez, nous verrons, c'est pas à nous de sélectionner... Non, mais vous n'êtes pas impatient de les avoir tous identifiés? Moi, je suis impatient de participer, comme l'ensemble de mes collègues parlementaires, à convaincre les Français, au fond, des réformes de François Fillon. En fait, vous êtes en train de vous dire que vous n'avez pas peur de la gauche, dans le fond, parce que tout le monde sait que c'est peut-être un peu plié aujourd'hui pour eux. En revanche, vous avez peur de Macron? Non, moi j'ai plus... si j'ai peur d'une chose, c'est l'état de délabrement dans lequel se trouve notre pays et la désespérance populaire qui fait que beaucoup de gens ne votent plus ou ont été votés pour les extrêmes à l'occasion des dernières élections intermédiaires. C'est ça qui est pour moi... Vous nous avez expliqué que Magic Fillon allait arriver avec sa baguette magique. Ce sera difficile. Mais en tout cas, je suis certain que si on ne s'attaque pas au problème en se mentant à nous-mêmes et en continuant à faire comme avant, ça finira mal dans notre pays. Et ça, je ne le veux pas. Je pense que personne ne le veut. Quand je vois ce gouvernement qui ment 24-24. Aujourd'hui, on en a un point où on a le Premier ministre qui vient à la radio, qui nous dit qu'il faut défendre le bilan, et 2 heures après, on a le ministre de l'Intérieur qui vient nous annoncer les chiffres des voitures qui ont été brûlées la nuit de la Saint-Sylvestre à Paris, et qui ment ouvertement sur les chiffres, et qui ensuite se fait remarquer par les journalistes, parce que vous faites votre travail les uns les autres, et il finit par avouer que les chiffres qu'il a donnés des voitures brûlées, en fait, il ne compte que les départs de feu, c'est-à-dire que quand quelqu'un met le feu, une voiture mise à feu, s'il y en a 2 qui brûlent autour, il n'a compté que la voiture mise à feu. Enfin, écoutez, vous vous rendez compte où on en est? Ils ont fait pareil avec le chômage.
en nous sortant les catégories de chômeurs A, B, C, D et E. 28 décembre, on nous annonce que le chômage baisse en France. Je reçois, comme tous les parlementaires, la note du ministère du Travail. Qu'est-ce qui a marqué? Mot pour mot. Bah, qu'au mois de novembre, le chômage en France, catégorie A, B, C, D et E, les 5 catégories cumulées, plus 0,5% en un mois du chômage dans notre pays. Donc vous voyez, au fond, je pense que la situation est difficile, mais ce qui est le pire de tout, c'est de ne pas assumer la réalité et de se mentir et de mentir aux gens. Ils le voient, ils sont bien lucides, les Français, sur ce qui se passe. D'un mot, Thierry Soler, sur ce qu'on peut attendre de François Fillon ce soir, lors de son passage au matin de TF1. Il y a un point sur lequel il a été attaqué, en particulier par Yannick Jadot, c'est sa société de conseil, qui lui a permis d'augmenter considérablement ses revenus pendant les 4 années écoulées. Aujourd'hui, on lui demande, ses adversaires lui demandent de faire la transparence sur ses clients, sur ses contrats. Est-ce que vous pensez qu'il est important qu'il réponde à cette question-là? On a répondu déjà sur une question, parce que toutes les outrances et les attaques sont là. On a accusé François Fillon d'avoir été payé par la Russie parce qu'il avait donné des conférences là-bas. Donc j'ai eu l'occasion de le dire. Au nom de François Fillon, il n'a jamais été rémunéré en Russie. Quand il a fait une conférence, c'était en tant qu'ancien Premier ministre, ni par l'État russe, ni par une association, ni par une entreprise. Concernant ses activités de conseil, vous savez qu'il y a une loi très stricte qui existe en France depuis l'affaire Cahuzac que ce gouvernement nous a amené, c'est-à-dire la loi sur la transparence de la vie politique. Et en tout point, François Fillon répond aux demandes de la loi sur la transparence de la vie politique, déclare ses activités aux déontologues et surtout à la Haute Autorité pour la transparence de la vie politique. Donc voilà, le reste, tout ça n'est que mauvaise polémique. Et François Fillon est quelqu'un d'intègre. Et c'est notamment ça aussi qui a fait, je crois, le succès qui est le sien à l'occasion de la primaire de la droite, parce que les Français voient bien à qui ils ont affaire. Avant de dire un mot de l'Allemagne, puisque François Fillon va aller voir Angela Merkel dans un mois, je crois, vous parliez des promesses ou des mensonges du gouvernement actuel, mais il y a une promesse de Fillon qui a été pointée du doigt, pas plus tard que ce matin dans le Parisien, puisque François Fillon avait promis de désigner les principaux ministres 4 mois avant l'élection pour qu'ils aient le temps de se préparer, et visiblement, on ne voit rien venir et il ne le fera pas. Je comprends votre question, mais elle me paraît assez décalée. François Fillon, mais je vais vous dire, non mais, je pense... Quand on dit des choses, vous venez de m'expliquer que tout allait changer. Mais je vais vous confirmer exactement ce que... Et que la politique ne se fera plus comme avant. Je vais vous rassurer suite à cette question. François Fillon l'avait dit pendant sa campagne primaire. Il considère utile de dire avant l'élection présidentielle aux Français qui portera les responsabilités des principaux grands ministères, et notamment dans la sphère économique et dans la sphère sociale, parce qu'ils devront être opérationnels. Et je vous confirme que François Fillon fera connaître avant l'élection présidentielle, en tout point, ce qui avait été dit, le nom des principaux. Avant l'élection présidentielle, ça oui, mais dans un délai à peu près conforme à celui qu'il avait indiqué, c'est-à-dire à peu près 4 mois. Non, c'était juste que... Je vais pas discuter avec lui de la date, si on pointe, vous comprenez bien que si on pointe les imperfections de l'autre camp, bien sûr, c'est normal. On peut pointer aussi... Je prends pas mal la question. D'accord. Je prends très bien la question. Donc tout va bien. Je dis juste qu'est-ce qu'a dit François Fillon avant la primaire? Il a dit que lui considérait que c'était bien de dire aux Français, avant l'élection présidentielle, qui seront les noms des responsables chargés des grands sujets, notamment l'économique et le social. Une démarche un peu inédite, au fond. C'est-à-dire on présente une équipe. Et je vous confirme qu'avant l'élection présidentielle, il fera ce qu'il avait dit. Et vous avez des noms déjà? Ah ben non, j'ai pas de nom. Non, vous savez. Non, ce sera à lui de définir le moment venu. Voilà, mais en tout cas, il le fera avant l'élection présidentielle. Ça veut dire qu'au moment du vote, les Français, ils auront une vision très claire de ce que veut faire François Fillon et avec qui il va le faire. D'accord. 2017 s'ouvre sur un ordre mondial qui va changer. Trump va prendre la tête des États-Unis. Poutine joue les maîtres du monde. L'Europe va devoir s'adapter. Dans un mois, François Fillon, je l'ai dit il y a quelques instants, ira voir Angela Merkel. Donc la question qu'on a envie de savoir d'abord, que va-t-il lui dire? A-t-il dans l'idée une relance de l'Europe, proposer une relance de l'Europe après le Brexit? Quelle est la vision de François Fillon sur le couple franco-allemand et comment relancer cette machine? Bon, d'abord, vous l'avez dit, le contexte international est très difficile, avec des relents de guerre froide d'ailleurs tout à fait effrayants en ce moment. Qu'est-ce que veut faire François Fillon? La première chose, avec nos partenaires allemands, relancer clairement la coopération avec l'Allemagne. Et d'ailleurs, il a déjà rencontré la chancelière Merkel en décembre, au lendemain de la primaire au Parlement européen, et il aura rendez-vous avec elle le 23 janvier de mémoire à la chancellerie. Quel est l'objectif? Vraiment, c'est
c'est de renouer des liens très forts sur un plan politique, sur un plan diplomatique, sur un plan économique, parce que l'Europe, elle ne peut pas fonctionner si... Et donc appuyer sur l'axe franco-allemand. Énormément. L'Europe ne peut pas fonctionner si l'axe franco-allemand est faible, et aujourd'hui, il a été affaibli comme jamais. Et d'ailleurs, on l'a vu à l'occasion de toutes les grandes crises que l'Europe a pu connaître. Je pense à la crise financière avec la Grèce, je pense les problèmes migratoires. Franchement, ça a été très très difficile de voir notre pays, la France, si peu travailler en confiance avec les Allemands. Donc ça sera sa priorité. Alors l'Allemagne n'a pas vraiment de politique étrangère. Elle a, depuis des décennies, elle vit sous le parapluie américain. Mais la donne a changé, on l'a vu avec les attentats. Est-ce que l'Allemagne doit-elle se réveiller aujourd'hui? Est-ce qu'elle va changer de stratégie? Par exemple, envoyer des soldats sur le terrain, ce qu'elle ne fait pas pour l'instant. Est-ce que ce pacifisme allemand va un peu changer? D'abord, encore une fois, il veut renouer un lien avec l'Allemagne. Et quand on veut nouer un lien de confiance avec un partenaire, et notamment avec notre premier partenaire historique, il ne faut pas commencer à lui faire des critiques. Voilà, l'Allemagne a été frappée très durement, comme nous l'avons été nous-mêmes, par le terrorisme. Et la priorité, sur un plan international d'ailleurs, de François Fillon, c'est la lutte contre le terrorisme et contre l'islamiste radical qui nous amène tous ces mots. Deuxièmement, l'Allemagne voit bien le contexte qu'elle subit également. Et il y a un effort en commun à faire. François Fillon l'a dit dans le cadre de la campagne primaire. En matière de défense, c'est nos histoires qui veulent cela. L'Allemagne n'a pas d'armée ou très peu. Par rapport à la France, qui est une puissance militaire importante, il y a à avoir une défense européenne et donc il y a à participer différemment. Et donc il y a des dispositions et des propositions qui seront faites. Mais vous voyez, tout ça, ça doit être dans la confiance. Et moi, en tant que parlementaire, je me suis rendu à plusieurs reprises dans ce quinquennat avec des collègues ou seul parfois au Bundestag. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu des parlementaires allemands qui étaient étonnés de voir notre lien se distendre fortement. C'est ça qui a été la perception qui a été la mienne. Et moi, je suis ravi de voir qu'on n'arrivera pas, et que François Fillon, c'est sa priorité, à s'en sortir si on ne recrée pas cet axe fort. Alors, Thierry Solère, François Fillon a fait la campagne du don à Maastricht avec Philippe Séguin. Avant de devenir, 2 ans plus tard, le Premier ministre de Nicolas Sarkozy, qui lui avait fait campagne pour le oui, et d'être donc en charge de mettre en œuvre l'orthodoxie budgétaire de Bruxelles. Aujourd'hui, quel est l'Européen Fillon qui se présente aux Français? L'Européen Fillon, c'est un Européen qui consiste à dire que d'abord, chaque État, qui a sa souveraineté propre, doit assumer ses propres priorités. Et deuxièmement, qu'on doit créer un axe fort en Europe, et c'est l'axe franco-allemand de toute évidence qui doit être restauré, sur lequel on mutualise ce dont on a à mutualiser. Aujourd'hui, dans l'espace Schengen notamment, il y a à travailler complètement différemment sur la protection de nos frontières. Si les Français qui nous écoutent savaient en vrai comment nos institutions protéger européennes... les frontières autour de l'Europe? Bien sûr. Frontex, que l'organisme chargé de la protection des frontières européennes, mais c'est un parent pauvre absolu. Et donc, de toute évidence... Au sens financier, humain, matériel. Oui. C'est-à-dire qu'en fond, il n'a pas du tout les moyens, dans ce contexte si compliqué que le monde connaît aujourd'hui, avec toutes ces crises qu'il y a au Moyen-Orient, au Proche-Orient, même en Afrique, qui nous amènent des vagues migratoires. Et donc, il faut avoir une politique européenne construite, parce que sinon, ça sera le repli sur chacun, et surtout si on n'a pas de stratégie très propre. Sur un plan international, ce que veut faire François Fillon, en accord avec les Allemands, c'est arriver, au fond, à reprendre la culture historique qui a été celle de notre pays. La France, c'est un pays non aligné. C'est ça son histoire. Et son honneur, dans toutes les décennies passées, ça a été de participer à rapprocher les points de vue pour résoudre les crises. Moi, dans la crise... Donc on ne se laisse plus dicter les choses par les Allemands. C'est la France reprend le dessus. C'était pas par les Allemands, d'ailleurs. Au fond, c'est ça la question, parce que Philippe Séguin était un souverainiste. Et François Fillon s'est toujours réclamé, il a dit que c'était son mentor, son modèle. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, François Fillon veut reconquérir une partie de la souveraineté abandonnée à Bruxelles, ou est-ce qu'il veut maintenir les choses dans l'État, voire au contraire aller plus loin dans l'intégration? Ce que François Fillon veut, c'est que l'État français soit efficace pour assurer ses propres missions et qu'au niveau européen, on ait des résultats. Mais par exemple, sur des questions de maîtrise budgétaire, c'est extrêmement important de savoir si on a un peu de maîtrise, de pouvoir de décision, ou si tout se décide à Bruxelles. Non, mais c'est pas du tout un problème de décider ou pas à Bruxelles. Vous savez, l'Europe, elle a été considérablement affaiblie aujourd'hui. Et quand vous voyez, pour ceux qui connaissent Bruxelles et la Commission européenne, l'influence qu'elle a en vrai, la Commission européenne, sur les États aujourd'hui, après la crise financière, après les crises migratoires, après les problématiques de terrorisme, aujourd'hui, c'est en train de se réduire. Qu'est-ce qu'on veut faire avec François Fillon?
que notre État à nous soit efficace pour assurer ses missions, et deuxièmement, qu'on redonne du corps à l'Europe pour avoir des résultats. Là, on a besoin d'Europe. On a besoin d'Europe, clairement, pour avoir un dynamisme économique sur la zone euro. C'est pas possible autrement. C'est pas chaque pays qui peut avoir une politique. Mais vous reconnaissez qu'il faut retisser des liens de confiance entre l'Allemagne et la France, parce qu'ils nous prennent dans le fond pour des affreux latins dépensiers. Nous, on les considère comme c'est Angela Merkel, ça a été un moment quand même harpagon, les doigts sur sa cassette, donc avec une certaine dureté. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a besoin de retisser ce lien de confiance, de défiance, je dirais plutôt de défiance, de regard l'un envers l'autre? Il y a, je le sais, chez beaucoup d'Allemands, de l'étonnement de voir comment en France tout ça a été géré depuis des années et des années. Et puis vous savez, le regard de la dureté sur la situation en Allemagne, on s'est beaucoup gargarisé en vrai à dire oh là là, en Allemagne, la situation est dure, la pauvreté. Mais écoutez, c'est pas vrai. Moi, je connais très bien l'Allemagne pour des raisons familiales. Croyez-moi, le niveau de pauvreté en France n'a rien à envier à ce qui se passe en Allemagne. Et la seule différence, c'est que quand vous êtes un jeune sans formation en Allemagne, vous avez du boulot, on vous donne un apprentissage et que le taux de chômage des jeunes en Allemagne, de mémoire, il est de 6%, là où il est de plus de 20% dans notre pays. Donc vous savez, nous, on a donné beaucoup de leçons à beaucoup de monde. Depuis des années, c'est assez culturel, c'est l'esprit français qui veut cela. Encore une fois, ce que veut François Fillon, c'est que ça soit, c'est pas pour faire plaisir à l'Europe ou à la Commission, c'est qu'on ne retrouvera notre souveraineté à nous qu'en prenant des décisions courageuses qu'on a toujours refusé de prendre, décisions qui ont été prises ailleurs et qui créent moins de pauvreté que celle qui a été créée dans notre propre Alors, vous pays. disiez le mot donner des leçons. C'est vrai que la droite en donne beaucoup en ce moment au gouvernement, notamment sur le terrorisme et sur donc celui qui a perpétré l'attentat en Allemagne et qui est visiblement passé en territoire français sans qu'il ait pu être arrêté. Il y a eu beaucoup de critiques dans votre camp aujourd'hui. Que va dire par exemple François Fillon? Est-ce que vous savez sur ce thème-là ce qu'il compte dire ce soir au journal, puisque c'est un sujet prioritaire pour les Français? Moi, j'ai interpellé la semaine dernière, pendant les vacances de Noël, le ministre de l'Intérieur et le Premier ministre sur ce qui s'était passé. Pas pour créer des polémiques politiciennes qui ne seraient pas au niveau, mais parce que d'abord, en tant que parlementaire, je vous rappelle que notre devoir, c'est de contrôler l'action du gouvernement. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'un terroriste a commis cet acte dramatique à Berlin et que de toute évidence, il est rentré en France, il est allé à la gare de la Lyon-Pardieu à Lyon, il a pu acheter un billet alors que la gare est vidéosurveillée, il a pu prendre le train, tout ça armé, il a pu ressortir de notre pays et il a terminé sa course en Italie, arrêté et tué par la police italienne. Il y a eu donc des défaillances. Ce n'était pas un problème de politique politicienne que de dire ça. C'est de toute évidence une défaillance. À chaque fois, c'est un échec quand il se passe quelque chose. Le seul moyen quand on connaît un échec, mais la droite a pu en connaître, et elle en connaîtra probablement demain. Vous voyez, je ne fais pas une critique parce que c'est la gauche. Je vous dis, et j'ai demandé... Par exemple, comme Bernard Accoyer, le secrétaire général des Républicains, dit la réponse sécuritaire du gouvernement à la menace terroriste n'est pas suffisante. Ça, c'est une accusation, au fond, assez précise. Ça veut dire, si ce n'est pas suffisant, ça veut dire nous, on sait ce qu'il faudrait faire de plus. Je vais vous dire, précisément, dans cette affaire précise, c'était donc pas pour créer des polémiques, mais c'était pour pointer une défaillance et pour savoir savoir ce que le gouvernement allait faire pour essayer de voir précisément dans la chaîne sécuritaire où avait été la défaillance, et deuxièmement pour nous proposer des mesures pour permettre de les combattre, ces défaillances. Alors qu'est-ce qu'il y a comme défaillance à mes yeux dans cette affaire? De toute évidence, il y a dans la chaîne de sécurité dans notre pays, qui va des policiers très d'élite, qui font de la lutte contre le terrorisme, jusqu'à la chaîne, tout en bas de la chaîne de sécurité, pardon de parler d'en bas, mais nos polices municipales, les agents de sécurité de la gare de Lyon-Pardieu, le personnel de la sécurité ferroviaire de la SNCF, tous ces gens-là. Il y a une défaillance majeure en matière de transfert de l'information. Moi, j'ai une question pour le ministre de l'Intérieur. Quand est-ce que l'avis de recherche de ce terroriste, qui a été pris au niveau européen, a été transmis à toute notre chaîne de sécurité? Est-ce que les agents qui étaient derrière les écrans de caméras de vidéosurveillance à Lyon-Pardieu Mais est-ce que les Allemands avaient même connaissance de cela? Avaient même connaissance de cela? Je n'en suis pas sûr. En tout cas, j'aimerais avoir la réponse. Je pense malheureusement que non. Et donc, mais les Allemands ont eu du mal à l'identifier dès le début, rappelez-vous. Pas longtemps. Ils sont partis sur une fausse piste. Bien sûr. Et on sait bien que le côté Big Brother chez les Allemands, ça passe mal. Dès qu'il a été identifié, il y a eu donc un mandat d'arrêt qui a été donné au niveau européen. Interpol a été saisi. Et donc on a, je vous le dis, je pense d'ailleurs c'est même pas une accusation contre la gauche. Non. Ça fait longtemps que c'est comme ça. Vous voyez, je pense qu'il faut... On est là quand on est au gouvernement pour apporter des solutions. Et dans cette affaire, il y a de toute éveillance en matière d'équipement, en matière de transmission de l'information sur la chaîne de sécurité, des défaillances. Et on n'arrivera jamais à les corriger si on les nie
ou si on fait l'autruche, et c'est ce que fait le gouvernement. Voilà. Et moi, je surveille le sablier. Le dernier grain de sable est tombé. Merci Thierry Soler. Et Mardi Politique revient mardi prochain, évidemment. Absolument, fidèle au Merci, poste. À bonne très soirée. vite, donc Merci. à mardi prochain. Merci.